Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours Monsieur Haïd, donc je vais continuer tout à l'heure dans tout ce qui concerne les contrats de vente à l'international parce que j'ai déjà posté deux ou trois vidéos sur les contrats de vente à l'international. J'ai expliqué, bon, en ce qui concerne la première vidéo, j'ai souligné l'importance, si vous voulez, de la négociation d'un bon contrat de vente à l'international pour ne pas, que ça puisse être fait dans les normes pour ne pas avoir des problèmes par la suite et subir des conséquences, si vous voulez, préjudiciables pour les parties au contrat et pour ceux qui interviennent, qui sont concernés de près ou de loin euh, dans cette opération contractuelle, que ce soit la banque, etc., tous les intervenants dans cette opération. Donc, j'ai signalé l'importance de ce qu'il faut négocier, les principales clauses. Ensuite, dans une deuxième vidéo, j'ai expliqué, si vous vous souvenez bien, surtout le volet pratique, le volet problématique. Je vous ai cité un cas à travers une autre vidéo où le contrat a été mal négocié, ça a impacté sur l'entreprise, sur tout un environnement, sur la banque, sur le parti au contrat, etc. Parce que euh, dans le contrat qui était mal négocié, on n'avait pas prévu toutes les clauses adéquates, notamment, je les ai déjà citées, je ne vais pas le répéter, surtout que c'est un contrat quand même assez important pour des équipements, l'importation des équipements pour bon, démarrer une usine, etc., avec des prestations de services. Le montant, il était important. Pour une opération pareille, je le répète, il fallait prévoir tout simplement, je le dis, toujours les garanties bancaires internationales qui couvrent les acheteurs, surtout quand le montant est important, plus les équipements, c'est une importation d'équipements, donc l'objet il est tellement important qu'il fallait tout simplement, comme le font à travers enfin, tous les intervenants dans le commerce international, les importateurs, ils savent qu'ils doivent se couvrir, donc ils vont exiger, je le répète juste en une phrase, de leurs fournisseurs la mise en place par leur banque, bien sûr, garante, pour garantir aussi l'opération en faveur de l'acheteur au cas, par exemple, vous transférez 15%, et il fallait donc prévoir une garantie de restitution d'acompte par le biais de la banque garante du vendeur qui va garantir, c'est-à-dire c'est des obligations donc contractuelles de son fournisseur, à défaut le remboursement des sommes dues au titre de la garantie en faveur de l'importateur. Bon, ça a été omis, ça n'a pas été fait, je ne vais pas le répéter. Et puis, il faut surtout pour des équipements, pour une usine, etc., pour des prestations, il faut déjà prévoir aussi des garanties de bonne exécution. Ça, j'aurai l'occasion de revoir sur ce sujet donc voilà, dans une prochaine vidéo, spécialement pour les garanties bancaires et pour les lettres des crédits stand-by, c'est important. Maintenant, si je continue, donc, aussi, maintenant, je voulais aborder autre chose. Je vous ai déjà promis, dans le cadre d'un contrat de vente à l'international, il y a des clauses juridiques aussi qu'il faut maîtriser. Il faut les connaître. Bon, bon, pour ne pas citer, il y a beaucoup de clauses. Moi, je ne vais pas vous citer toutes les clauses relatives à un contrat, les plus importantes. Je vous citais les cas de force majeure et les cas d'une clause qu'on appelle hardship. Donc, je vais vous expliquer alors tout de suite. La clause de force majeure, il faut l'insérer dans un contrat. Tout simplement, il se pourrait que quand on signe un contrat, on doit prévoir, on ne sait jamais, il y aura des circonstances telles qui vont remettre en cause donc le contrat qui va être résilié pour cause de force majeure. Alors, c'est quoi la force majeure? C'est tout simplement, c'est un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable. Donc imprévisible, on ne peut pas le prévoir. C'est l'exemple des catastrophes naturelles, les guerres, il y a beaucoup de problèmes donc, qui échappent, si vous voulez, au contrôle des parties au contrat et qui rendent impossible donc l'exécution du contrat. Il y a des cas donc on ne peut plus exécuter le contrat. On a cité dans le passé l'exemple du Covid, on dit que c'est des cas de force majeure. Donc on parle de l'événement irrésistible, puisque les parties ne peuvent plus résister à l'événement qui intervient.
Donc il devient irrésistible, on ne peut plus résister, ça échappe, je le répète, au contrôle des parties. C'est pour ça qu'on parle de la force majeure, il faut donc insérer cette clause, sait-on jamais, bon, il y a, dans le commerce international, il faut toujours prévoir cette clause, toujours il y a des éléments, donc il faut vous sur la clause de force majeure, c'est un événement donc, qui est imprévisible, irrésistible, on ne peut pas résister, il est insurmontable, on ne peut pas le surmonter, donc c'est un fait, c'est une clause juridique qu'il faut aussi donc connaître ainsi dans un contrat de vente à l'international. Aussi, vous avez la clause de hardship, c'est un autre problème. Là, c'est une clause aussi bon, juridique, mais qui est de nature, c'est une force majeure en quelque sorte qui est de nature économique. La différence, c'est que dans ce cas, donc dans la clause hardship, on peut renégocier le contrat. Tout simplement, c'est une force majeure de nature économique. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois, on peut, surtout, elle intervient, bon, on doit la signer dans un contrat parce qu'il y a des projets à long terme. À long terme, parce qu'il y a toujours ça, normalement, c'est surtout dans, par exemple, des contrats concernant la fourniture de matières premières. Et puis, comme ça dure dans le temps, il y a des événements qui peuvent intervenir, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, les matières premières, soit une hausse des coûts ou une baisse, c'est-à-dire des coûts, de telle sorte qu'on ne peut plus appliquer le prix initial. Parce que là, il y a tellement, on ne peut plus, c'est-à-dire sur le plan économique, on ne peut plus continuer à exécuter le contrat. Donc là, la différence, c'est que la force majeure, bon, le contrat, il est résolu, il est tombé à l'eau, parce que pour la force majeure, mais il faut le prouver aussi parce que c'est très très important. Donc, tandis que la clause de hardship, les parties, c'est-à-dire si elles insèrent cette clause, elles peuvent plus tard, si elles sont touchées elles connaissent ce problème, elles peuvent donc renégocier le contrat et fixer donc les nouveaux, renégocier les termes du contrat, c'est-à-dire le nouveau prix, etc. Parce qu'on ne peut plus appliquer le prix initial, ça va constituer un déséquilibre économique pour les parties des prestations, donc ça va poser problème. C'est pour ça que on parle de la clause hardship. Alors sur ce, je continue quand même dans mes propos. C'est juste pour vous dire aussi la loi applicable à un contrat, je l'ai déjà dit lors de ma première vidéo, il faut ne jamais oublier la loi applicable à un contrat. Bien sûr, parce que quand vous allez signer un contrat à l'étranger, donc il faut bien connaître soit les lois applicables à l'étranger, ou c'est ça, ou bien ça concerne, si c'est le tribunal arbitral, de l'arbitrage international, donc le tribunal, là, quand on peut recourir à travers la clause compromissoire à un arbitrage international, tout ça, il faut aussi des mécanismes que euh, enfin, ceux qui sont concernés par l'opération doivent connaître. Donc il faut toujours, quand vous signez un contrat, il faut donc demander conseil à vos avocats, la banque, etc., pour ne pas tomber dans le piège, pour mieux maîtriser le contrat de vente à l'international. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes, d'où il faut bien maîtriser la situation, connaître et les clauses financières qu'on a vues et les clauses aussi juridiques. C'est très très important. Donc, il faut toujours essayer de demander conseil à vos avocats. Donc, tout ce qui concerne ces clauses juridiques, bon, ça concerne aussi, et aussi bien aussi les juristes, les avocats, etc., qui doivent prendre connaissance de ce genre de clauses. Et en même temps, des clauses techniques, ça c'est valable pour les juristes, pour les non-jeux, ceux qui font qui sont concernés par le commerce international, de connaître aussi ces mécanismes. Bon, donc, pour maîtriser le contrat de vente à l'international. Donc sur ce, je pense que ça a été clair, net et précis. Je reviendrai donc pour d'autres vidéos. Je vais aborder après, ça sera donc les procédures import-export. Et donc toujours avec, je le répète, avec toujours les cas pratiques. Et je vous dis au revoir, à la prochaine fois. Je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je le répète toujours. Comme ça, c'est avec plaisir que je continue à partager avec vous. Et je vous dis à la prochaine fois. Et prenez soin de vous et au revoir. Bonne chance. Merci bien. Merci tout le monde.